Bonjour, je vais demander à nos intervenants de bien vouloir allumer leur caméra et leur micro pour que nous puissions passer à notre session de questions et réponses. Je vous prie de m'excuser pour les problèmes techniques. J'espère que Zoom va nous permettre d'avoir une bonne conversation. Et donc, j'incite le public à envoyer ses questions et à le faire par le biais de la fonction de questions-réponses de l'application et non pas avec le chat. Et en premier lieu, je vais demander à nos intervenants et surtout à Svante Bodin de communiquer leurs impressions, leurs sentiments sur les présentations qui ont été faites et que nous avons vues, surtout dans ce cas parce que la présentation a été faite par Pam. Donc Svante, c'est à vous. Merci beaucoup. En réalité, je n'ai pas grand-chose à ajouter sur la présentation que Pam a faite et qui est très complète. J'ai étudié et j'ai travaillé dans tous ces domaines, donc il me semble plus intéressant de voir quelles questions peut avoir le public et ce que le public souhaite que nous abordions. Pour ce qui est des autres présentations, elles m'ont paru très intéressantes car moi aussi j'ai travaillé en profondeur sur des questions qui sont liées au Conseil de l'Arctique. Ce que je me demande, et en plus de ce que nous a conté Doug, il y a certaines conséquences de la modification du rayonnement solaire, et y compris si une petite quantité peut générer des bénéfices à l'échelle régionale. Donc, il est possible que cela produise de grands dommages en conséquence des changements du modèle de précipitation et des différents flux de chaleur, du réchauffement. Donc, nous devons le garder à l'esprit. Merci beaucoup. Quelqu'un veut-il ajouter quelque chose à ce qu'a dit Svante ? Pour ce qui est de la modification du rayonnement solaire, en principe, aujourd'hui, la seule décision que l'on peut prendre, c'est d'étudier davantage cette question ou pas. Et l'une des raisons de préoccupation pour la modification du rayonnement solaire, il y a de nombreuses raisons, mais l'une des raisons, à mes yeux, est liée donc au fait que quelqu'un désespéré, un acteur désespéré, pourrait opter pour l'appliquer sans qu'il n'y ait eu d'études de recherche assez importantes pour comprendre comment cela fonctionne. En particulier dans l'Arctique, il n'y a pas de barrière technologique à l'application de cette technologie. Et il n'y a pas non plus de grandes barrières en termes de coûts. Donc, nous ne voulons pas que quelqu'un agisse sans qu'il y ait un accord international et sans qu'il y ait de connaissances et de recherches scientifiques suffisantes, lesquelles font défaut aujourd'hui. Donc, comme le dit Svante, il y a bien entendu des risques et le risque est lié aussi au manque de mesures, à l'inaction. Car en définitive, il va falloir que nos décisions entre des questions qui sont très difficiles, c'est-à-dire avancer ou pas avec ce type de stratégie, et tout, ce sont des décisions difficiles. Mais la forme de contextualiser ceci et de se demander si on considère cette technique comme un remplacement ou comme un complément à d'autres types de mesures, comme celle de la réduction des émissions de carbone. Ilona, voulez-vous ajouter quelque chose ? Oui, je voudrais dire, au vu de ce qu'ont dit les autres intervenants, que ce qui me préoccupe, c'est une application d'un acteur isolé qui n'aurait peut-être pas de très bonnes intentions. Donc, le cas échéant, quelles seraient les conséquences, par exemple, du fait que l'on puisse qu'un acteur applique cette technologie à ses risques et ses périls une semaine avant que la communauté internationale ne prenne des mesures?
Une semaine n'impliquerait rien de spécial. Les aérosols dans la stratosphère, qui est la façon la plus facile de procéder à la modification du rayonnement solaire d'une manière unilatérale, donc cela pourrait être réalisé avec un avion qui libérerait, qui disperserait de la matière, et il faudrait le faire pendant une année au moins pour produire des effets que l'on pourrait détecter, c'est-à-dire des effets qui se feraient ressentir. Donc, ou cela s'est fait avec une force aérienne importante, ou alors, et je ne suis pas expert en politique, mais ou alors ça me paraît difficile que quelqu'un puisse le faire pendant si longtemps sans qu'il y ait d'accord international. C'est-à-dire que la communauté internationale, si elle voulait arrêter cette application, elle pourrait le faire, à moins qu'il n'y ait une série de conséquences géopolitiques encore plus graves. Parfois, on parle du risque de l'application d'une personne à ses risques, ou d'un acteur à ses risques et périls. Et normalement, on conçoit ce thème comme un avion qui dissémine, qui éparpille du matériel, et c'est tout. Et il me semble que c'est une mauvaise conception, que c'est une mauvaise compréhension, car si par exemple un pays ou une entreprise décidait d'appliquer ceci sans accord international, il y aurait du temps pour que la communauté internationale réagisse avant que les effets ne se fassent sentir. Oui, mais même si on pouvait le faire pendant 2 ou 3 ans et qu'ensuite on arrêtait de le faire, le matériel éparpillé qui a été injecté dans l'atmosphère, en quelque sorte, retomberait. Et donc il n'y aurait pas d'effet sur l'environnement très important, à moins que ceci ne soit réalisé pendant une longue période, par exemple des dizaines d'années, avec une grande quantité de matériel. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Doug a parlé de la géopolitique et j'ai justement une question que je veux poser donc aux 3 d'entre vous. Donc, pourquoi est-il important de songer à la géopolitique de la région lorsque l'on réfléchit sur la gouvernance de ces approches ou technologies? Qui souhaite répondre? Je regardais Ilona parce que je pensais qu'elle souhaiterait répondre. Bon, il me semble qu'il est inévitable de prendre en compte la géopolitique pour ce qui est de l'Arctique. Le Conseil de l'Arctique regroupe de nombreux pays, ou différents pays, et il faudra voir comment se comportent certains d'entre eux, ceux qui restent à la traîne. Il y aura probablement une division entre ceux qui veulent faire des explorations de l'Arctique et ceux qui veulent le protéger. Et nous ne savons pas véritablement dans chaque pays quelles intentions ont les différents groupes ou les différentes communautés pour l'Arctique. Oui, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Svante. Il y a même des espoirs d'exploiter commercialement l'Arctique à travers des routes maritimes. Et bien entendu, si les pays ont beaucoup d'enjeux en la matière, et c'est dommage, hein, vraiment que certains pays caressent des espoirs si positifs, étant donné les conséquences que ceci peut avoir pour le changement climatique. Mais les décisions comme celle de la façon d'appliquer cette technologie ou comment la concevoir, eh bien, ce sont des décisions, des questions importantes. Et également, il faut voir quelle possibilité ou opportunité qu'il y ait un accord sur cette question entre les différents pays de l'Arctique. Et d'après ce que je sais, il n'y a pas eu d'études à ce sujet. Et tous les pays de l'Arctique, entre tous les pays de l'Arctique, pour voir quelle est leur opinion. Et ce serait une étude tout à fait intéressante à faire. Et dans toute situation où il peut se produire des effets transfrontaliers des mesures de certains pays, la géopolitique entre bien entendu en jeu. Et ici, nous avons entre les mains un domaine dans lequel l'Arctique pourrait penser et considérer que cette région en tant que telle doit prendre des décisions seules et des décisions judicieuses ou pas. Et l'option d'agir ou de ne pas agir affecte la planète, car les changements
changements climatiques qui se produisent dans l'Arctique ont des conséquences sur l'augmentation du niveau de la mer, sur les modèles météorologiques. Donc il est probable qu'il y ait des pays hors de la région arctique qui considèrent qu'il faut que leur voix se fasse entendre. Et bien entendu, si on commence à injecter des aérosols dans la stratosphère de la région de l'Arctique, les effets climatiques vont se faire ressentir davantage dans l'Arctique, mais cela va changer et altérer le climat sur toute la planète. Donc, il y aura certaines personnes qui diront qu'ils doivent faire partie eux-mêmes de la décision. Oui, bien entendu, et il faut aussi tenir compte de l'effet qu'il y aura dans différents pays, d'où le besoin de faire plus de recherches sur ce sujet, sur cette matière, et sur les différents effets des technologies que l'on peut avoir. Et nous ne pouvons pas nous engager dans un processus important de conception de gouvernance sans avoir une plus grande connaissance de cette matière. Oui, mais les pays doivent prendre en compte d'autres effets sur l'environnement, au-delà des climats, comme des effets économiques, pour savoir quelles sont les conséquences globales d'une modification du climat par le biais de ces projets. Pour ce qui est du rôle que peut jouer le Conseil de l'Arctique, tous les pays sont conscients du fait que toute chose qui est faite dans l'Arctique va avoir des effets au moins sur le même hémisphère, pour ne pas dire planétaire. Et il est curieux de voir que les puissances, les plus grandes puissances de cette planète sont représentées dans le Conseil de l'Arctique ou dans le groupe d'observateurs, par exemple la Chine, qui est active depuis longtemps dans ce forum. Donc, je ne pense pas que toute chose qui puisse être faite va être passée sous silence ou va être écartée de la part des autres pays. Merci beaucoup. Donc, une autre question maintenant. Si la perspective des peuples autochtones est importante, il faut bien entendu écouter ce qu'elles ont à dire, car ce qui se passe dans l'Arctique ne va pas simplement affecter l'Arctique, mais également d'autres parties et régions du monde. Donc, en tenant compte de tout ceci, comment peut-on impliquer les peuples de l'Arctique et comment peut-on concilier leurs intérêts face aux intérêts du reste du monde? Peut-être d'autres personnes ou acteurs de la planète ne sont pas favorables à l'application de la modification du rayonnement solaire ou peuvent être favorables à l'application alors que ceci aille contre les intérêts des peuples autochtones. Donc, comment voyez-vous cette question? Je vais passer la réponse à ceux qui ont plus d'expérience dans l'Arctique. Il est clair que les peuples autochtones ne sont pas non plus une communauté homogène et chaque collectivité, chaque groupe aura une vision, un point de vue différent. Donc je ne crois pas qu'il y ait un de parole unique qui représente son ou leur point de vue, mais quoi qu'il en soit, sans une connaissance adéquate des options envisagées, ces populations ne pourront pas avoir une opinion éclairée. Oui, bien entendu. Différentes études ont été réalisées pour déterminer comment les habitants locaux de l'Arctique, dans l'Arctique, conçoivent les approches de modification du climat, comme par exemple l'injection d'aérosols dans la stratosphère, la SAI, concrètement. Et ces études sont arrivées à la conclusion qu'ils se demandent jusqu'à quel point ces approches sont contrôlables et aussi la question de l'équité. En Laponie, par exemple, a été mise en marche une étude qui vise à déterminer si les personnes sont préoccupées par les changements climatiques et à partir de là, nous avons demandé quels étaient les objectifs que l'injection d'aérosols dans la stratosphère devrait avoir en les confrontant aux résultats actuels. Et finalement, tout le débat s'est teinté d'une couleur, enfin de notes éthiques, c'est-à-dire que si l'on pouvait réduire de moitié l'effet des changements climatiques avec l'injection d'aérosols dans la stratosphère, les habitants locaux considéraient qu'il serait juste de maintenir les conditions actuelles
bien que, en fonction du pourcentage, cela ne pourrait ne pas être juste en raison des conséquences qui pourraient se faire ressentir dans d'autres régions de la planète. Les peuples de l'Arctique ont également le droit au développement économique régional et ceci parfois est lié à des industries qui profitent des changements climatiques, comme les changements de la cryosphère, par exemple. Et par ailleurs, cela implique des changements culturels dans les moyens d'existence traditionnels. Et par exemple, des effets négatifs, comme par exemple, si l'on songe au tourisme hivernal, eh bien, la neige et le gel sont absolument fondamentaux. Donc, pour revenir à la question de départ sur les habitants de l'Arctique et les populations autochtones, oui, bien entendu, euh, que on ne peut pas les mettre de côté. Ils sont une composante, un élément fondamental de ce débat. Pour ce qui est des changements climatiques et aussi pour ce qui est des approches de modification du climat. Mais comment concilier les intérêts de différents groupes de personnes, c'est difficile à dire. Si l'on considère que la vie de quelqu'un est plus précieuse que la vie d'autres personnes, par exemple, car les populations de l'Arctique ne représentent une toute petite proportion de la population mondiale. Donc si on compare un tout petit nombre de personnes face à un très grand nombre de personnes, eh bien c'est une façon de contextualiser cette question. Et on peut aussi songer à une espèce de rôle, une sorte de rôle spécial, c'est-à-dire qu'il y a différentes façons de concevoir ou de contextualiser ce problème en tenant compte de différentes communautés dans toute la planète et de voir jusqu'à quel point celles-ci doivent s'engager et s'impliquer. Très bien, nous allons maintenant passer aux questions du public. Nous avons une question qui concerne la recherche et qui dit la chose suivante. Vous nous avez expliqué qu'il reste beaucoup encore à connaître et à faire en termes d'études de recherche. Ilona a également mentionné des lignes directrices dans sa présentation. Comment peut-on coordonner les études de recherche, le financement, et comment peut-on intégrer le point de vue des peuples autochtones de l'Arctique? C'est une question fort intéressante. Une partie de la recherche est évidente, pour ainsi dire. Si l'on veut comprendre quels sont les effets de l'injection d'aérosols dans la stratosphère, il faut que nous ayons des modèles climatiques pour voir quels seraient les effets sur la cryosphère, sur le permafrost et autres, les effets des pluies acides et autres, et tout ceci pour dissiper des incertitudes sur les processus de la stratosphère. Et une partie de ces questions doivent faire l'objet d'un engagement public très important et il faut également élargir les questions pour voir pour dégager les priorités, voir ce qui est important afin de savoir quelles hypothèses il faut envisager, quels risques peuvent apparaître. Il y a peu de développement des études de recherche qui pourraient être véritablement précieux. Et ce qui est difficile, c'est de voir comment on peut coordonner ces efforts au niveau mondial, surtout en sachant que les modèles de financement, par exemple le programme de recherche aux États-Unis est financé par les États-Unis, mais nous n'avons pas actuellement de mécanisme de financement pour des études de recherche internationales. Personne ne dit, tiens, nous avons ici une grande tirelire que l'on va consacrer à différentes régions pour qu'elles puissent réaliser des études de recherche. Doug, n'est-il pas une question, n'est-il pas certain qu'il existe différents groupes de recherche qui voient comment collaborer avec des confrères d'autres pays quand ils partagent des intérêts sans qu'il y ait cette tirelire internationale qui finance des études de recherche avec un point de vue international, c'est-à-dire est-ce qu'ils peuvent disposer de financement national, mais ils peuvent collaborer sur des projets communs, comme par exemple les expéditions qui sont de l'Arctique, sont un bon exemple de ceci.
Oui, c'est vrai d'une façon générale, mais ce n'est pas nécessairement appliqué pour apporter des ressources à d'autres groupes qui actuellement ne contribuent pas directement aux ressources scientifiques. C'est-à-dire qu'il est assez facile de collaborer d'avoir une collaboration entre les pays développés, mais ceci ne s'applique pas systématiquement, par exemple, à un groupe autochtone dont on considère qu'il devrait s'engager dans des études de recherche pour veiller à ce que ceci devienne une réalité. Oui, mais il y a des instances internationales, il y a des pays en développement qui reçoivent des financements pour la recherche depuis longtemps à travers des mécanismes bilatéraux ou multilatéraux et je crois que cela existe. Très bien. Nous arrivons à la fin de notre activité d'aujourd'hui. Donc, si le public a des questions, qu'il les envoie, car c'est le moment ou jamais de le faire. Une question qui est liée aux entreprises. Les grandes entreprises songent de plus en plus à exploiter les ressources qui existent dans l'Arctique et qui vont être accessibles grâce au changement climatique. Comment peut-on les intégrer dans le débat sur la gouvernance? Est-ce qu'il faudrait les exclure complètement ou pas? Qui souhaite répondre à cette question? Eh bien, la question donc est de voir si nous aimerions envisager cette question des ressources. Je crois que c'est quelque chose qui se fait déjà dans différents pays, car cela est lié à leurs intérêts. Je ne pense pas que l'on puisse exclure la recherche sur l'extraction des ressources de ce débat. Vous pourriez être concret sur les approches ou les technologies de vous parler, oui, j'ai oublié de le mentionner avant, que nous disions clairement à quelles approches ou quelle approche nous faisons référence. Dans ce cas précis, la navigation de l'Arctique, le transport de marchandises dans l'Arctique par voie maritime, il y a des programmes pour ouvrir de nouvelles routes maritimes qui seraient réduites si on recongelait l'Arctique, par exemple. Et donc, c'est un exemple parmi d'autres. Je ne sais pas si le reste de mes intervenants veulent dire quelque chose. Il y a beaucoup plus d'exemples et chaque exemple correspond à des intérêts différents. Oui. Alors, dernière question. L'Arctique se change plus rapidement en raison des changements climatiques. Donc, ne devrait-il pas être notre priorité à l'heure d'envisager l'utilisation de possibles approches de modification du climat? Et je vous demande à nouveau de dire bien concrètement de quelle approche, au singulier ou au pluriel, vous faites référence. Je peux vous demander un petit éclaircissement? Donc, si vous voulez dire que l'Arctique se réchauffe 2 fois plus vite que le reste de la planète et que ceci est lié aux effets qui s'enchaînent sur la planète, vous faites référence à ceci donc? Pardon, excusez, j'ai eu un problème de connexion, je n'ai pas entendu votre question. Donc la question c'est pourquoi envisageons-nous l'Arctique comme une priorité? Parce que les technologies de modification du climat, comme la modification du rayonnement solaire, peuvent être appliquées dans l'Arctique. Donc pourquoi est-ce que ça se réchauffe plus rapidement que d'autres régions de la planète? Je ne crois pas que le changement des températures en tant que tel soit la seule raison. Mais il y a des questions, par exemple, qui sont liées à l'augmentation du niveau de la mer, au permafrost et à d'autres questions qui sont affectées directement par l'Arctique. C'est-à-dire que les changements qui sont produits dans l'Arctique vont provoquer des changements très radicaux dans de nombreuses autres régions de la planète. Et par ailleurs, nous courons le risque d'atteindre des points de non-retour
Ce qui est une question difficile car chacun le comprend d'une façon différente, mais il n'y a aucun doute sur le fait que peuvent se produire des changements radicaux dans un délai plus court si les conséquences dans l'Arctique sont irréversibles et durables. Oui, comme l'a dit Pam dans sa présentation, il y a toute une série de seuils dans l'Arctique et pour la cryosphère dans son ensemble qui ne peuvent pas être dépassés, que l'on ne peut pas dépasser. Et ceci dépend de la température. Mais les conséquences vont se manifester de façon différente. De l'augmentation du niveau de la mer d'entre 1 et 3 mètres est quelque chose que, bien entendu, nous devons éviter. Et pour ce qui est au fait que l'on doit miser ou pas sur l'atténuation et à une intervention précoce de la MRS, eh bien c'est pratiquement le thème du débat que nous avons aujourd'hui. Il me semble que disposer de mesures d'atténuation durable à long terme devrait être notre premier choix, notre première option, mais nous avons également besoin de plus d'études de recherche pour voir ce que l'on pourrait faire et ce à quoi on pourrait avoir recours au cas où les efforts d'atténuation s'avèrent insuffisants. Eh bien, nous arrivons donc à la fin de notre activité. Nous n'avons plus de questions du public, donc je vais demander à chacun d'entre vous de faire un dernier commentaire, de donner une conclusion à notre débat. Qui souhaite commencer? Eh bien, merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de participer à ce débat. J'y ai pris beaucoup de plaisir et j'ai beaucoup appris. Eh bien, nous aussi, donc merci. Eh bien, je crois que nous allons devoir prendre des décisions difficiles. Ça ne va pas être facile. Il y aura des conséquences indépendamment du quoi que nous fassions, pardon. Et espérons que nous ne nous trouvions pas dans cette situation. Mais je suis d'accord avec ce que viennent de dire les deux autres intervenants. Il s'agit d'une question très importante, urgente. C'est un problème urgent et nous voyons des signes de changement actuellement qui se produisent et cela fait 30 ans que nous en parlons. Donc je crois qu'est arrivé le moment de faire quelque chose. L'atténuation est l'option privilégiée, mais il est possible que nous devions également utiliser d'autres méthodes. Mais quoi qu'il en soit, merci beaucoup pour ce débat car moi aussi j'ai eu un grand plaisir à débattre avec vous de ce sujet. Bien oui, merci à vous tous. C'est une question très complexe, bien entendu. Et C2G continuera à essayer d'encourager ce type de discussion car celle-ci apporte beaucoup d'informations très intéressantes, du moins c'est mon point de vue. Merci au public et si vous voulez, vous et ceux qui verront après la présentation veulent en savoir plus, vous pouvez aller sur votre site, vous trouverez plus d'informations sur cette question. Il y a également une note politique de 2 pages et nous publierons bientôt un résumé des preuves qui est plus détaillé. Donc, merci. Et bien entendu, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter pour recevoir des informations et pour être informé de toutes les activités que nous allons réaliser. Vous allez voir apparaître une enquête. Vos commentaires sont très importants pour améliorer de futures activités. Merci à nos intervenants. Merci à mes collègues qui m'ont aidé derrière l'écran. J'espère que vous avez aimé ce webinaire et nous avons donc terminé. Merci beaucoup.